réussi à venir, dont la thématique de la conférence s'intitule « Comment se remettre d'une attaque de ransomware » avec rubrique. S'il vous plaît, on peut l'applaudir très fort. Merci, bonjour à tous. So for those who do not speak French, are you okay if I go in French or should I rather go in English? I'll rephrase that. For the French-speaking persons, do you mind if I do it in English? Yes, no, yeah. Wow. How many non-French speaking persons do we have? Can you raise your hand? Ok. On le fait en français? Ok. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre-François Guglielmi, je suis Field CTO pour la région EMEA chez Rubrik. Et donc ce matin, là, pendant 25 minutes, je vais tâcher de vous montrer un petit peu comment on peut se relever d'une attaque ransomware ou suite à une cyberattaque avec les solutions Rubrik. Donc on va vraiment être dans de la démo, hein, c'est de la pure démo, il n'y aura pas de slide, rien du tout. On va uniquement travailler dans le produit. Donc pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de Rubrik, qui ne connaissent pas du tout, on est un éditeur logiciel américain et on fait des solutions de cybersécurité particulièrement pour aider à bâtir le plan de réponse informatique suite à cyberattaque. Là, ce que vous voyez, c'est quelque chose qu'on appelle, nous, Rubrik Security Cloud. En fait, c'est vraiment le produit qui chapeaute tout ce qu'on fait chez Rubrik. C'est une interface SaaS. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 0 déploiement à faire. On accède juste à une URL et on travaille là-dedans. Donc, ça veut dire qu'en termes de mise en œuvre, mise en service, c'est extrêmement rapide et simple à faire. Et puis, on voit différentes choses là-dedans. Vous voyez différentes parties. Ici, à gauche, dans la partie data protection, je vais expliquer pourquoi, à quoi ça sert. Et puis, ce qui va particulièrement nous intéresser pour ce matin, c'est tout ce qui est à droite. Ransomware monitoring, sensitive data discovery, orchestrated recovery, et tout ce genre de choses-là. Donc, dans ce que l'on fait, pour pouvoir se relever suite à une cyberattaque, il faut avoir de quoi le faire, en termes de données, en termes de plateforme, en termes d'outils. Il faut avoir des données saines à utiliser. Alors, je vais pas tellement aller dans le débat de quelles solutions utiliser, etc. Ça, pour ceux que ça intéresse, je ferai une session demain matin, où je vais parler vraiment de cyber-résilience et pourquoi il est plus judicieux de s'appuyer sur de la sauvegarde plutôt qu'un PRA ou du PCA ou des choses comme ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui, mais sachez que pour ceux que ça intéresse, demain, j'en parlerai plus en détail. En tout cas, pour faire ce qu'on a besoin de faire, nous, on commence par ingérer les données, donc faire de la sauvegarde. Mais cette sauvegarde-là, on va la faire de manière très, très sécurisée, et c'est vraiment ce que je décrirai demain en détail. À partir du moment où on a ces données-là, on va travailler, nous, sur la donnée froide, la donnée secondaire, donc la donnée de sauvegarde. Et ce qu'on va être en capacité de faire, c'est d'abord de détecter des anomalies. Donc on va analyser les sauvegardes qu'on fait, à chaque fois qu'on fait une sauvegarde incrémentielle. On va analyser les différences par rapport à la fois précédente. On va déterminer une baseline de comportement normal des file systems, que ce soit des machines virtuelles, des machines physiques, des partages de fichiers NAS, des choses comme ça. Donc ça prend un peu de temps, il y a du machine learning derrière. Et puis, dès lors qu'on va détecter un comportement qui est déviant par rapport à cette baseline qu'on a déterminée au départ, on va alerter. Et là, c'est ce que vous voyez ici, ça remonte tout de suite là. On voit des anomalies. Alors évidemment, vous doutez que ça, c'est un environnement de lab. Donc on a fait en sorte qu'il y ait des anomalies. Donc a priori, au quotidien, vous n'en verrez pas 14. Mais néanmoins, c'est ce qui remontera. Et c'est ici que ça remontera. Donc si je clique là-dessus, je vais voir tout de suite la liste des anomalies qui ont été détectées. Alors qu'est-ce que ça veut dire des anomalies? Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire qu'on a spécifiquement... Alors ça, j'espère que ce n'est pas mon VPN qui est déconnecté. Non. Parce que ça pourrait arriver, hein, des problèmes de réseau aussi. On n'est pas à l'abri. Donc des anomalies, ça pourrait vouloir dire que on a par exemple détecté qu'un certain nombre de fichiers ont des extensions spécifiques qui correspondent à certains types de cyberattaques ou certains ransomware. Et auquel cas, ça c'est quelque chose qui est facile à analyser et à remonter. Mais ça pourrait être aussi simplement qu'il y ait eu une grande quantité de modifications dans un file system ou dans des file systems, sans forcément qu'il y ait le changement d'extension de fichier, mais ce qui pourrait correspondre à une compromission des données. Je vais tâcher de revenir là. Ça, c'est ce qui m'intéresse pour le moment. Et donc, je vais avoir ici la liste de toutes les anomalies. Alors là, sur les dernières 24 heures, mais vous voyez que vous pouvez changer ici la plage de temps.
Et donc je vais regarder là, et ce qui m'intéresse ici, c'est particulièrement la colonne suspicious. Donc là, j'ai des fichiers suspicieux qui ont été détectés dans un certain nombre de machines. Là, on a de la VM, là, on a de la machine physique. Je dois avoir peut-être du share quelque part. Non, même pas, bon, peu importe. Donc je vais prendre la première ici. Et là, je vais vraiment rentrer dans le détail. Qu'est-ce que ça veut dire? Au-delà d'alerter, ce que va permettre de donner la solution en termes de visibilité, c'est une espèce de cartographie de l'impact de l'attaque. C'est-à-dire que dans les file systems, on va savoir précisément ce qui s'est passé. Quels fichiers ont été touchés, comment, à quel endroit, en quelle quantité, etc., etc. Donc là, vous voyez que par exemple, dans cette machine virtuelle, puisque c'était une machine virtuelle, on a un disque Z qui contient a priori une grande quantité de modifications suspicieuses par rapport au C, par exemple, qui n'a pas l'air d'avoir été touché, lui. Donc si je continue à rentrer là-dedans pour voir un peu plus de détails, je vais voir a priori les répertoires qu'il y a là-dedans. Là, j'ai un répertoire partagé, visiblement, qui aurait été pris pour cible en particulier, visiblement. Si je rentre là-dedans, je vais voir un ensemble de sous-répertoires, et là-dedans, j'ai un certain nombre d'anomalies. Si je continue à rentrer dans le détail, je reviendrai ici après, mais je vais voir effectivement que là, j'ai des fichiers qui sont marqués comme suspicieux, donc je vais filtrer comme ça. Et je vais voir ici, par exemple, que mes fichiers, ils ont tous une extension .logbit. Bon, là, on est sur un cas assez clair, il n'y a pas besoin de chercher très loin. A priori, c'est effectivement une attaque logbit. Mais si je reviens justement en arrière, je vois ici que j'ai aussi détecté une notification de demande de rançon. C'est des choses qu'on est en capacité de voir aussi, et on peut même détecter certains types de ransomware en particulier, vous dire tout de suite à quoi ça correspond. Donc là, vous voyez très précisément, et vous pourriez faire ça pour chacune des machines touchées, hein, vous pourriez voir très précisément dans les file systems ce qui a été touché, où ça, en quelle quantité, etc., etc. Donc vous avez vraiment cette cartographie de l'impact de l'attaque. Ça, c'est le premier point. Pourquoi c'est important? Parce qu'évidemment, quand on va vouloir se relever d'une cyberattaque, a priori, il va falloir qu'on fasse quelque chose, qu'on utilise des données saines pour pouvoir reprendre, pour pouvoir peut-être restaurer. Sauf que la restauration, c'est vraiment la toute dernière étape. Première des choses à faire, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Et ça, l'outil va vous aider à le faire. D'accord? Une fois qu'on a cette visibilité-là, c'est finalement de la connaissance. Et la connaissance, vous savez que c'est du pouvoir. Et c'est le pouvoir de prendre les bonnes décisions. Pour faire quoi? Pour restaurer les données qui ont réellement besoin d'être restaurées, et très spécifiquement. Plutôt que de restaurer à l'aveugle et tenter des choses et voir si c'est bon, si c'est pas bon, si on a restauré trop, pas assez, etc. Là, on va vraiment pouvoir accélérer le procédé finalement. Donc ça, c'est une première chose. À partir de là, je pourrais très bien remonter. Je vais remonter même ici, puisqu'on avait un disque complet, voire même, je pourrais aller uniquement ici, puisque c'était un share en particulier qui était touché. Et puisque là, je suis dans une situation où j'ai vraiment un répertoire partagé uniquement dans cette machine qui a été impactée, je pourrais dire, je vais faire de la restauration chirurgicale pour le coup. C'est-à-dire que je vais sélectionner tout ce répertoire-là, parce qu'a priori, tout le contenu est compromis, et je vais aller cliquer ici sur Recover. Et là, je vais déclencher, à partir de cette vue-là, mon processus de restauration uniquement des données qui ont été touchées. Okay? Directement. Donc là, différentes possibilités hein, en termes de restauration, restaurer directement la source, vers un nouvel emplacement, exporter les données, télécharger, donc en extrayant pardon, les données de la sauvegarde en question pour pouvoir les récupérer et les remettre où on veut finalement. Donc ça, c'est un cas d'usage. Néanmoins, dans la grande majorité des cas, quand il y a une attaque ransomware de ce type-là, type Logbit, ça ne va pas être sur un répertoire d'une machine ou de quelques machines. L'impact, l'étendue de l'impact va être vachement plus important que ça. Donc ça, je vais revenir un tout petit peu après sur comment on ferait à plus grande échelle, puisque là, ce n'est pas de la restauration chirurgicale dont on aurait besoin, c'est vraiment de la restauration orchestrée, et c'est même ce qu'on appelle du cyber recovery. Donc ça, je vais y revenir. Avant ça, encore une fois, la restauration, c'est vraiment la dernière étape, la toute dernière étape. Il y a plein de choses à faire avant d'en arriver là. Donc on l'a vu, il faut comprendre ce qui s'est passé, analyse d'impact. Maintenant, si je pense toujours, je pars de la dernière étape et j'essaie de revenir en arrière là, dans ma chaîne de mon plan de réponse, il va aussi falloir que je m'assure d'utiliser des données entre guillemets saines. Quand je dis saines, c'est évidemment des données qui n'ont pas été chiffrées, donc des sauvegardes qui contiennent des données non chiffrées. Donc ça, on peut le déterminer facilement grâce à ça. Mais c'est aussi, et ça c'est super important, éviter la réinfection. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir déterminer dans les jeux de sauvegarde que j'ai, quelles sont les sauvegardes qui contiennent des indicateurs de compromission. Potentiellement le binaire du malware en question. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du threat hunting. Donc, je vais revenir ici, sur mon dashboard, je vais aller dans mes anomalies. Et là, vous voyez qu'il y a un petit onglet qui s'appelle Threat Hunts.
Et ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir donc créer des threat hunts. Donc on va aller chasser les indicateurs de compromission à l'intérieur des jeux de sauvegarde que l'on a. Le but étant de déterminer deux choses. Un, quelles sont encore une fois les données de sauvegarde utilisables, les jeux de sauvegarde utilisables. Deux, à partir de quel moment, de quel point dans le temps, j'ai détecté ces indicateurs de compromission pour la première fois. Pourquoi c'est important? Parce que si j'ai des systèmes complets à restaurer, des machines virtuelles, des machines physiques, peu importe, si j'ai des systèmes complets à restaurer, donc avec des systèmes d'exploitation, il va falloir que je restaure ces systèmes d'exploitation de manière saine, sans restaurer le malware. Sinon, réinfection et rebelote derrière. Donc il faut que je comprenne à quel moment c'est arrivé pour pouvoir revenir avant ça, dans le temps. Et c'est ce que va me permettre le threat hunting. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de threat hunts là, qui ont été déjà déroulés sur cette plateforme. Donc quand je vais faire ça, alors je vais juste en prendre une là, vous allez voir pourquoi. J'en ai déroulé une ce matin, mais ce n'est pas celle-ci dont je vais me servir. Je vais juste prendre cette règle Yara et je vais vous parler de ça. Hop, je reviens là. Et donc là, je vais vous montrer comment on crée un threat hunt avec Rubrik. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a différentes manières d'aller chercher des indicateurs de compromission dans les sauvegardes. Donc on peut utiliser des patterns de fichiers spécifiques. Si on a travaillé avec un cabinet de consulting, par exemple, qui a fait des analyses pour chercher un petit peu quel serait le type de menace, par exemple, ou qu'on fait du forensics déjà, et qui vous dirait, bah voilà, allez chercher spécifiquement ces fichiers-là ou ces types de fichiers-là, parce que c'est ça qu'on cible, on soupçonne que c'est ça qui vous a impacté. Pourquoi pas, on pourrait le faire. Même principe avec des hashes de fichiers. Il y a certaines attaques assez répandues, assez connues, qui ont des signatures particulières qu'on va pouvoir aller chercher comme ça. Et puis après, on a des choses un peu plus puissantes. On pense chiffrement, on pense binaire des malwares, on pense à des choses comme ça. Mais parfois, une cyberattaque ou un ransomware ne va pas nécessairement chiffrer les fichiers et va faire des modifications suffisantes pour faire en sorte que les données ne soient plus lisibles, qu'elles soient plus exploitables. Et là, en général, on va être sur des modifications qui sont au niveau hexadécimal sur les fichiers. Et là aussi, il y a des signatures particulières sur les types de modifications. Et ça, c'est des choses qu'on va pouvoir aller chasser grâce à ce qu'on appelle des règles Yara. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec les règles Yara, pour la petite histoire, Yara, c'est réel. C'est un acronyme, pour ça que c'est en majuscule. Yara, ça veut juste dire Yet Another Ridiculous Acronym. Pour de vrai. Hein. Ils n'ont pas trouvé autre chose. En tout cas, nous, on ne fournit pas les règles Yara à proprement parler, mais vous pouvez en trouver partout. Hein. Chez les partenaires des cybersécurités, chez Palo Alto Network, chez CrowdStrike, chez tout un tas d'éditeurs comme ça. Il y a aussi des dictionnaires en ligne, il faut le savoir. Il y a des sites web qui sont dédiés à ça, où vous pouvez trouver des signatures des règles Yara. Donc là, j'en ai récupéré une. C'est pour aller chercher du logbit. Donc je vais faire ça. Ensuite, je vais aller sélectionner le cluster rubrique qui contient donc les sauvegardes que je veux analyser. Donc là, je vais prendre... Il est où? Palo Alto. Voilà. Sur ce cluster, je vais sélectionner pour quels objets. Alors là, en l'occurrence, je vais prendre des machines virtuelles. Je vais prendre les file servers puisque j'ai vu qu'eux avaient été impactés. Donc FS pour file server. Je vais prendre ces deux-là pour l'exemple. Je vais faire next. Ensuite, alors je vais donner un nom à tout ça. Hop. Je vais faire ça. FIC 2023. Avec une main, c'est moins facile hein, quand même. 002, voilà. Et puis moi, je ne veux pas chercher uniquement sur les dernières sauvegardes. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quand est-ce que c'est rentré. Donc je vais remonter un peu plus loin dans le temps, sachant que bon, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait dans le lab avant. Donc je vais regarder à partir du 22 mars, voilà, à minuit, et je vais revenir jusqu'à aujourd'hui à, on va dire, 10 ou 11 heures. Voilà, 11 heures. Donc je vais aller chercher des indicateurs de compromission qui correspondent à la règle Yara que j'ai renseignée, qui va chercher en fait le ransomware logbit. Je vais faire next. Là, je donne le nombre de correspondances qui m'intéressent, une centaine en général, c'est suffisant. Là, la taille des binaires en question, en général, la moyenne des binaires sur des attaques de ce type, c'est aux alentours de 3 mégas et quelques. 5, c'est une bonne valeur par défaut. Pour être sûr, moi, je vais mettre 6. Et puis là, je vais mettre à peu près tout. Je ne fais pas d'exclusion, pas d'inclusion particulière. Là, si je clique sur Start,
La chasse va commencer. Évidemment, je ne vais pas la lancer là parce que ça prend un peu de temps, parce qu'il y a quand même un ensemble de sauvegardes à scanner, donc on n'aurait pas le temps d'attendre pour ça. Il y en a un certain nombre qui ont déjà été déroulés, dont la même ici avec exactement les mêmes règles. J'ai des choses qui ont été trouvées, mais je vais aller sur celle-ci un peu plus bas parce qu'elle est plus intéressante. J'en avais une autre là. Ici, voilà. Donc là, c'est une qui avait été lancée sur la même machine d'ailleurs précédemment. Et si je clique sur la machine, je vois que j'ai effectivement un certain nombre de choses qui ont été détectées. Alors là, on n'est pas très spécifique. Je pense que la règle, elle est pas super. Mais bref, tout ça pour vous dire que si vous avez la bonne règle, vous allez cibler des choses vraiment très spécifiques, potentiellement tomber sur les binaires du malware en question. Le cas échéant, ce que vous pouvez faire, et ce qu'il est recommandé de faire, c'est de sélectionner en fait le malware ou les binaires du malware en question et de les mettre en quarantaine. Alors là, je ne peux pas le faire, c'est grisé parce que ça a déjà été fait. Pour ça que vous voyez la petite icône là. Donc ça a été mis en quarantaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les backups qui contiennent ces binaires qui ont été détectés et qui sont reconnus comme étant des menaces, des IOC en l'occurrence, je les mets en quarantaine. Donc c'est-à-dire que c'est tout le backup qui contient ça qui est mis en quarantaine. Le but étant d'éviter que qui que ce soit ait la possibilité d'utiliser ces sauvegardes-là pour faire des restaurations, ce qui ferait prendre le risque à mon SI d'être réinfecté, ce qu'on ne veut surtout pas faire. L'autre chose qui est intéressante là-dedans, c'est ça. Vous voyez, c'est quand est-ce qu'on a détecté le malware ou l'IOC en question pour la première fois. Et ça me donne une super indication, parce que ça veut dire qu'avant cette date-là, il n'était pas là. Donc quand il va falloir que je restaure, encore une fois, si je dois restaurer des systèmes complets, machine virtuelle, machine physique, etc., ou file share, je sais qu'il va falloir que je sélectionne des sauvegardes qui datent d'avant ça. Ok ? Et pour le coup, alors si je remonte ici, boum, à partir du moment où j'ai toutes ces informations-là, donc j'ai l'analyse d'impact, d'accord, je sais ce qui a été touché, j'ai les machines qui ont été touchées, j'ai fait mon threat hunt, je sais à partir de quand dans le temps il faut que je revienne si j'ai des systèmes complets à restaurer. Ben, je vais pouvoir sélectionner un ensemble de machines, là j'en ai pris qu'une, mais je pourrais en prendre un ensemble, et lancer une cyber recovery. Qu'est-ce que c'est qu'une cyber recovery? Une cyber recovery, ça va être une restauration orchestrée de ce qui a été impacté à partir des sauvegardes saines, sauf qu'on va le faire dans un premier temps dans un environnement de restauration isolé. Pourquoi on va faire ça? Parce que ce qu'on va vouloir faire aussi, là je me mets dans la peau d'un admin qui serait dans l'équipe IT Ops, d'accord? Il va aussi y avoir besoin de travailler avec des gens de la sécurité, les équipes SecOps ou une société de consulting externe qui, comme je l'ai évoqué un tout petit peu tout à l'heure, vont avoir besoin de faire des forensics, donc faire des investigations pour comprendre quelle a été la vulnérabilité exploitée, par où c'est rentré, c'est qui le patient zéro, etc., etc. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est leur donner en fait un environnement isolé, donc complètement isolé de la production, donc pas de risque d'aller infecter ou réinfecter la production. Et en fait, on va aller, alors on peut choisir à partir de quel snapshot on travaille. Ça peut être un snapshot infecté ou pas pour le coup dans l'environnement isolé. Mais là, vous allez pouvoir dire, par exemple, moi, si je veux faire une vraie restauration, je sais qu'il faut que je revienne avant le 22 mars. Donc là, je vois que tous ces snapshots-là, ils ont des anomalies, donc je vais revenir avant. Donc là, je sais que si je prends ce snapshot-là, ce backup-là, je peux travailler avec et j'aurai pas de risque. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez voir que là, je vais sélectionner l'environnement dans lequel je veux redémarrer. Je vais sélectionner mon cluster. Voilà. Et ici, je vais pouvoir dire, je veux travailler dans l'environnement isolé. IRE pour Isolated Recovery Environment. Okay. Donc là, je vais pouvoir remonter tout ça, et c'est pas de la restauration à proprement parler, c'est je remonte, en l'occurrence ici, des machines virtuelles directement depuis Rubrik, dans l'environnement isolé. Je fournis cet environnement-là aux gens de la sécurité qui sont censés faire les investigations. Ils font ce qu'ils ont à faire, le cas échéant. Et potentiellement, dans un second temps, je pourrais dire une fois que tout ça c'est clean, parce qu'ils ont travaillé dessus, ils ont identifié ce qu'il fallait, les failles ont été corrigées ou patchées, peu importe, et ben je vais pouvoir migrer ça en production. Ça, ce sera dans un second temps. Sinon, je peux faire un vrai cyber recovery, donc sélectionner un réseau de production à partir d'un snapshot qui est sain, comme je l'ai fait là, et déclencher ma restauration orchestrée. Auquel cas, alors là encore une fois, l'exemple n'est pas très probant parce que j'ai qu'une machine, mais je pourrais en avoir tout un ensemble.
Et je pourrais créer des groupes de priorité, le but étant aussi de respecter les dépendances entre les différents services dans les différentes machines, dans les cas où on est sur des applications multitiers, ce qui est évidemment extrêmement courant. Donc là, j'aurai la possibilité d'avoir des groupes de priorités, définir des priorités, de mettre même des pauses et donc des délais entre les différents groupes, de sorte que certains services back-end soient bien disponibles avant qu'on démarre autre chose. Le but étant de faire une vraie restauration orchestrée. Si jamais vous aviez des scripts particuliers en post-recovery à dérouler dans un ensemble de machines parce qu'il y a des choses spécifiques à faire dans certaines machines, vous pouvez le faire ici. Et puis à la fin, on a plusieurs possibilités. Alors, c'est soit on fait une opération one-shot pour faire du test, auquel cas on ne va pas sauvegarder ça en tant que recovery plan, soit auquel cas on est sur quelque chose qui est un vrai scénario que je veux pouvoir dérouler le cas échéant, mais que je veux pouvoir aussi tester périodiquement, auquel cas je vais le sauvegarder en tant que recovery plan, je vais lui donner un nom, et du coup c'est un plan que je vais pouvoir dérouler et tester dans l'environnement isolé régulièrement pour m'assurer que je rate rien, que les différentes mises à jour sur mes procédures sont bien aussi documentées, que tout ça est bien testé et que tout est bien à jour. La dernière petite chose pour les quelques dernières minutes qui nous restent, qui fait partie de cette chaîne dans le cadre du plan de réponse informatique, ça va être, si je reviens ici sur le dashboard et sur mes anomalies, ça va être aussi de comprendre si j'avais pas des données sensibles dans les données qui ont été impactées. Pourquoi c'est important? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand on est victime d'une cyberattaque, il faut faire des notifications aux régulateurs, c'est une obligation. Quand je dis régulateur, c'est au pluriel, ça dépend évidemment de son secteur d'activité, ça dépend de si on est franco-français, si on est international, etc., etc. Donc il y a au minima toujours RGPD pour nous, hein. Il y a l'ANSSI évidemment, mais il peut y avoir d'autres organismes et d'autres régulateurs. Et on a des obligations de notification, avec des délais relativement courts d'ailleurs, parce qu'il faut supposer, quand on a été touché comme ça, et ça c'est pas facile à déterminer, mais il faut supposer que les données qui ont été impactées, ça on le sait, on sait ce qui a été impacté, il faut supposer que ces données-là ont été exfiltrées. Si elles ont été exfiltrées, il est de mon devoir de notifier les régulateurs, de dire dans ces données exfiltrées, j'avais tel type de données sensibles en telle quantité à tel endroit, etc. Et ça, le produit va pouvoir vous le dire, et en l'occurrence, on va faire la corrélation. C'est-à-dire que là, vous avez vu tout à l'heure, je termine juste, Ça marche juste comme fini. ça. Après, Ouais. s'ils ont 2-3 questions, Ouais. on peut les prendre. Je C'est montre parfait. juste ça très rapidement et on a fini. C'est parfait. Là, vous voyez par exemple, donc on a vu quelle machine était impactée, on peut voir le détail de l'impact, mais là, je peux faire cette corrélation et spécifiquement pour ces données impactées, je peux cliquer ici sur View une Data Discovery et là, je vais pouvoir rentrer dans la découverte de données sensibles, ce qui aura été fait évidemment au préalable. Je vais rentrer dans mon répertoire et je vais voir là exactement que dans ce file share, j'avais X occurrences de données sensibles. En l'occurrence, ça c'est des données CCPA. Ici, c'est quoi? Ok, données financières US. Ça pourrait être plein d'autres choses, ça peut être du français évidemment, hein. Mais là, vous pouvez avoir ensuite tout le détail. Quel répertoire, quel fichier, combien de matchs, etc. Vous pouvez voir même les accès. Parfois, vous avez du open access, ce qui n'est pas forcément normal. Mais vous pouvez le voir. Tout ça, vous pouvez l'exporter et vous pouvez fournir ça au régulateur. Donc ça va aussi vous aider à faire ça. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas juste que c'est de la classification de données. Ça, c'est censé être fait en amont. C'est surtout que vous faites la corrélation entre ce qui a été réellement impacté et les données sensibles que tout cela contient. J'en ai fini pour le coup pour cette petite démo. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Allez-y, hein. La première, c'est toujours la plus difficile. Il faut qu'on se lance. On y va. Donc n'importe quoi, hein. Enfin, n'importe quoi. Pas non plus, mais... Oui, monsieur. Bonjour. Une question. En quoi votre produit il est meilleur que celui de vos concurrents? Il est complet. Alors, je vais préciser un peu la question. Est-ce qu'il y a une... C'est quoi votre vraie différence par rapport... Alors, j'ai des noms en tête, mais... C'est l'intégration de tous les composants. On voit que tout est dans une seule plateforme ici. Tout fonctionne de concert. Et puis, si je dois parler d'une différence fondamentale, c'est que la sécurité chez Rubrik, elle n'est pas venue a posteriori à cause de la situation avec la pandémie et la montée du ransomware, etc. Les produits ont été construits autour de la sécurité dès le départ, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les concurrents. C'est vraiment la différence fondamentale. Bonne question, monsieur. J'aime ces questions. Autre question. Allez-y, hein, c'est le moment. Là, c'est votre moment, le moment où vous êtes actif. Oui. Un point qui n'était pas très clair pour moi, c'est vous intégrez avec des solutions de sauvegarde ou vous faites Non. les sauvegardes? C'est le point de départ.
C'est pour ça que j'ai dit au tout début, il y avait le volet data protection, c'est vraiment le point de départ. On travaille sur nos sauvegardes à nous. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans ce monde de la protection de données, chacun a des formats propriétaires. C'est un peu la limite. Donc non, nous on commence par la sauvegarde. Pour le coup, c'est effectivement ce qui nous permet de faire tout le reste. Mais je parlais de sécurité là justement. Cette plateforme de protection de données, elle est extrêmement sécurisée et c'est justement elle qui a été faite avec la sécurité en tête dès le départ. Elle a été construite autour de la sécurité. Nous en interne, on appelle ça un bunker in a box. L'idée c'est vraiment ça. Aujourd'hui, sur les 5000 et quelques clients qu'on a dans le monde, on n'en a pas un qui se soit fait compromettre son infra Rubrik à ce jour, pas un seul. Et on n'en a pas un seul qui n'aurait pas réussi à restaurer suite à une cyberattaque grâce à Rubrik. Parce que la solution est faite pour ça. Elle est vraiment, j'allais dire étanche, c'est peut-être pas le bon terme, mais vous voyez l'idée. Et les sauvegardes, elles sont dans le cloud du coup. Alors, c'est data center, site distant, cloud, IaaS, PaaS, SaaS. Tout dans la même plateforme. Encore une ou deux questions? Oui. Bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui donc de crypto, donc au-delà du crypto, du risque cyber. On sait que les premiers environnements qui sont attaqués, c'est du coup la backup. Oui. Et du coup, est-ce qu'on a des alertes? Enfin là, on voit des alertes de ce qui est déjà chiffré. Est-ce qu'on a des alertes aussi pour dire voilà, on suspect une attaque juste sur votre environnement de backup? Parce que là, on parle de cyber recovery. Donc j'imagine un deuxième jeu de sauvegarde du coup isolé pour pouvoir restaurer. Est-ce qu'il y a voilà de votre côté quelque chose là-dessus pour justement prévenir les équipes IT pour dire attention? Suspicion forte. Plusieurs éléments de réponse là-dessus. Alors le premier, c'est que, encore une fois, ce bunker in a box là, il sécurise vraiment les données, et pas que les données, c'est toute la plateforme qui est sécurisée. On a vraiment pensé à l'ensemble de la stack. Ce qui fait que c'est une solution vraiment robuste pour ça, qui est très très cyber résiliente, et c'est vraiment ça que je détaillerai demain dans la session. Ça, c'est la première chose. Ensuite, justement, sur le coût des copies externalisées, sécurisées, etc., évidemment qu'il faut le faire, ça reste des best practices qu'il faut appliquer. Néanmoins, chez Rubrik, la sauvegarde est immuable par défaut et par design dès la première copie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle est isolée. Elle n'est pas accessible ou découvrable en dehors de la plateforme. La troisième chose, c'est qu'on a aussi tout ce qu'il faut pour pouvoir s'intégrer à un SOC, pour pouvoir s'intégrer à un SIEM, pour pouvoir s'intégrer à un SOR, et avoir vraiment une centralisation de l'ensemble des outils, y compris le pilotage de Rubrik, dans ce qui peut être déjà existant pour piloter l'ensemble. Donc auquel cas, on peut avoir des remontées d'infos dans un SIEM, par exemple. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on applaudisse quand même très fort Pierre-François pour Merci cette beaucoup. Belle présentation. Merci beaucoup Pierre-François. Et si vous souhaitez avoir une conversation plutôt en one-to-one, ou vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on a un petit stand qui est juste par là-bas. Et puis donc demain matin, autre session. Merci. Merci. Et nous allons commencer dans 5 minutes pour la prochaine conférence. À tout de suite.